Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous avez mentionné une intensification fructueuse des échanges économiques et des investissements français en Russie. La Russie, vous le savez, est aussi un régime au niveau de corruption, notamment dans le haut niveau, ce qu'on appelle les oligarques, évidemment, mais suite justement aussi à l'effondrement de l'URSS, le niveau de corruption du régime russe est important. Il n'allait pas sur une pente, il n'allait pas en s'améliorant. Est-ce que, compte tenu du fait que vous intensifiez, ou vous soutenez l'intensification des relations avec la Russie, est-ce que parallèlement, vous avez renforcé aussi la lutte contre les risques de corruption qui pouvaient être liés à ces contrats et les risques évidemment d'ingérence ou d'influence qu'il peut y avoir entre deux pays qui intensifient leurs investissements, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que la Russie aurait pu intensifier ses efforts pour avoir des relais en France ou favoriser dans l'autre sens, qui étaient liés à ces grands contrats avec des risques de corruption. Et donc, est-ce que les outils de corruption, anticorruption françaises ont été renforcés sur la même période? Alors les outils de corruption français, ils ont été renforcés à plusieurs reprises, mais je voudrais indiquer que le niveau de corruption en Russie, il n'est pas différent de celui qui existe en Chine, qui existe en Arabie Saoudite, qui existe dans la plupart des pays autoritaires. Et donc il est même peut-être à cette époque-là, peut-être un peu moindre, parce que la caricature qui est faite en permanence des oligarques, il y a, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un oligarque? C'est une bonne question. Parce que, je ne sais pas, si on prend les grands capitaines d'industrie française, on les appelle des oligarques. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont proches du pouvoir. La définition d'un oligarque, c'était en fait des gens qui s'étaient enrichis au moment de la chute de l'Union soviétique, en s'emparant de richesses de richesses publiques et en les captant à leur profit. Et donc, tous les responsables d'entreprises en Russie ne sont pas coupables de ce crime-là. Certains oui, d'autres non. Les contrats qui ont été signés, ils ont été signés dans le respect des règles françaises et des règles russes. On a eu parfois des discussions un peu difficiles avec le gouvernement russe et avec le président Poutine sur un certain nombre de sujets. Je n'ai pas le souvenir d'une seule négociation que nous ayons perdue. Peut-être que je me trompe, mais j'ai cherché avant de venir dans cette commission. Je me souviens par exemple d'une négociation très difficile sur le président Poutine. On a aidé la Russie, oui, j'ai oublié cet aspect, à construire un avion de transport qui s'appelle le Superjet 100, qui est un avion, une sorte de petit Airbus, et qui a été construit en coopération avec Thales et Safran. Safran a fourni les moteurs et Thales l'avionique. Et le président Poutine, une fois que cet avion a été construit, voulait qu'on l'achète. Donc je me souviens d'une discussion de 3 heures, extrêmement difficile, où il menaçait de retirer des droits de vol au-dessus de la Sibérie. Je pense que c'était, je ne sais plus s'il voulait interdire l'A380, le survol de la Sibérie par l'A380, quelque chose de ce genre. La discussion a duré 3 heures. Il y avait tout le gouvernement français et tout le gouvernement russe qui attendaient pour déjeuner. Ils étaient debout devant leur chaise. On est arrivé à 4 heures de l'après-midi. Mais à la fin, on n'a pas acheté le Superjet 100 et le 380 a survolé la Sibérie. Ce que je veux dire par là, c'est que au moins dans cette période, la négociation avec la Russie était parfois difficile, mais elle était possible. Merci, Monsieur le Président.